Eh bien, bienvenue. Je vous propose de commencer. On accueillera les participants qui se connecteront au fur et à mesure. Merci de nous rejoindre ce soir pour participer à cette nouvelle prise de parole scientifique. L'intervention que nous vous proposons ce soir s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences scientifiques proposé par l'association de l'Université du facteur humain. Alors, en quelques mots, pour rappel, l'Université du facteur humain a pour mission d'apprendre à chacun comment prendre soin de soi, des autres et de son environnement, mobilisant ses ressources cognitives. L'association porte notamment le déploiement de la fresque du facteur humain, que beaucoup connaissent, donc un atelier permettant de comprendre les facteurs humains. Qui freine ou facilite le changement de comportement, le passage à l'action, comme les émotions, les biais cognitifs, les croyances, l'appartenance sociale, les habitudes, et l'environnement également qui peut jouer un rôle sur ce passage à l'action. Mais d'autres activités comme les labos arrivent bientôt, donc retrouvez toutes nos actualités sur notre page LinkedIn de l'Université du facteur humain, donc je vais vous partager le lien dans la messagerie dans quelques instants. Alors, nous avons le grand plaisir, le grand bonheur de recevoir ce soir Lionel Brunel. On se connaît depuis pas mal de temps et j'ai eu le plaisir de travailler avec toi, Lionel, il y a quelques années sur le concept d'agentivité et plus précisément sur le sens d'agentivité et sa mesure. Je suis ravie de te retrouver ici, Lionel, et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, professeur des universités en psychologie cognitive au laboratoire Epsilon de Montpellier, tu as réalisé une thèse et une HDR, une habilitation à diriger les recherches sur l'action dans une perspective incarnée de la cognition. Tu es co-responsable du master de psychologie cognitive et ingénierie des facteurs humains et tu t'intéresses dans une perspective appliquée au lien entre perception, action et cognition. Cette conférence, elle explore comment le changement s'ancre dans les processus sensorimoteurs, je ne sais pas exactement, tu nous définiras tout ça, mobilisés lors de l'action. Donc, elle introduit des concepts clés comme l'affordance, l'idéomotricité et le sentiment d'agentivité, mettant en lumière leur rôle dans la transformation des comportements et la dynamique de l'action incarnée. Tout d'abord, merci à Sandrine pour la présentation qui a été coupée, mais je suis sûr qui a été très bien, donc je la remercie et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir vous présenter un peu mes thématiques de recherche. Voilà, donc je suis professeur en psychologie cognitive, sciences cognitives, et je m'intéresse particulièrement à la question de l'action, mais d'un point de vue mécanistique, c'est-à-dire que je m'intéresse vraiment aux mécanismes on va dire sensorimoteurs, cognitifs, qui sous-tendent en fait l'apparition des actions. Donc, la question du changement comportemental, la question de la production d'actions, elle est au cœur de mes thématiques de recherche. Et donc, voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir vous en parler. Donc, pour vous contextualiser cette présentation, je choisis un sujet qui est un sujet d'actualité. J'aurais pu prendre au final n'importe quel sujet n'importe quelle problématique sociétale, environnementale, qui implique la prise en compte individuelle ou collective d'un besoin de changement de comportement. Le cadre de l'urgence climatique s'y prête très bien, puisqu'on est à un niveau mondial. Nos activités humaines impactent directement notre planète et notre environnement. Et on a une certaine urgence à faire évoluer nos comportements individuels et collectifs. Donc, tout l'enjeu, c'est de favoriser un changement de comportement qui est concret, efficace et durable. Et ça, ça peut s'envisager au final que si on connaît ou on comprend l'origine au final de nos comportements et l'origine de nos actions. Donc, c'est un peu ce que je vais essayer de faire avec vous dans une perspective un peu historique et d'illustrer ça avec des conséquences que ça peut avoir en termes de techniques de changement de comportement ou de communication autour des changements de comportement. Mais cette présentation, je l'ai voulu autour des mécanismes cognitifs qui sous-tendent nos actions. Alors, c'est un peu une perspective historique que je vais prendre pour montrer que cette conception de l'action, elle a un peu évolué au fur et à mesure des générations de chercheurs, mais on la retrouve en fait dès le début de l'étude de la cognition, avec une approche qu'on appelle cognitiviste,
où l'idée au tout départ, c'était de considérer que nos actions, elles étaient uniquement issues d'un traitement cognitif. En d'autres termes, si on pouvait agir, c'est parce que on a traité de l'information qui était présente dans notre environnement. En d'autres termes, ici, l'action, ça serait la conséquence d'un traitement cognitif de l'information. Ça donne un modèle qui est très simple, hein, avec une information qui est une information en entrée. Voilà, on pourrait se dire tous les éléments autour des problématiques climatiques. Par exemple, le fait qu'on puisse nous communiquer que la voiture l'usage de la voiture participe à ce réchauffement climatique. Ça engendrerait chez l'individu une représentation de cette information. Cette représentation de l'information, elle permettrait une représentation ensuite de l'action, donc du schéma moteur. Et derrière, on aurait une action motrice qui pourrait se déployer. En d'autres termes, ici, l'action, ça serait le résultat direct de l'activation d'une représentation motrice. Et donc, pour pouvoir changer d'action, il faudrait se représenter une action alternative. En d'autres termes, si on veut que les gens changent de comportement, il faudrait donner des comportements alternatifs. Et ça a été pendant longtemps les techniques qui ont été mises en place pour inciter les gens à changer de comportement. On leur proposait, c'est même plus qu'une proposition, il y a une forme d'injonction à adopter des comportements, que ce soit par des messages de prévention, que ce soit par des campagnes de communication, où ce qu'on demande aux gens, c'est d'adopter un comportement qui est un comportement alternatif. Avec l'idée que, oui, si les personnes, on leur donnait le comportement, donc on leur donnait l'action à réaliser, ils étaient en capacité de se la représenter et donc d'agir en conséquence. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle va se heurter à un premier frein. C'est une première question qu'on va devoir adresser, c'est est-ce que vraiment toutes nos actions sont le produit d'un traitement cognitif préalable? Est-ce que vraiment, quand j'agis, cette action, elle est causée directement par l'activation d'une représentation mentale de cette action? On va voir que ce n'est pas le cas et que peut-être même la majorité de nos actions, en fait, elles échappent à cette représentation préalable. Ça a amené une deuxième approche. Alors vous allez voir qu'elle n'est pas tout à fait chronologiquement après la première approche, c'est juste que l'approche cognitiviste a pris le pas sur cette approche et a rendu cette approche écologique de l'action assez silencieuse. Mais dans cette approche-là, on considère que l'action, c'est pas le résultat d'une activation, enfin, ce n'est pas que le résultat d'une activation cognitive, ou le résultat d'un traitement cognitif, mais c'est plutôt le résultat de la perception d'une affordance. En d'autres termes, on va considérer qu'il peut exister des liens directs entre ce que je perçois dans l'environnement, qui est mon environnement direct, qui a une certaine caractéristique physique, et mes capacités physiques, moi, à pouvoir agir de cet environnement, donc ma motricité. Et ce couplage, je vais y revenir après, entre perception et action, c'est ce qui amènera en fait la production d'action. En d'autres termes, l'environnement serait doté de certaines caractéristiques, donc certaines structures. L'individu serait doté de certaines potentialités à agir, et la rencontre entre les deux inviterait directement à l'action, sans avoir besoin nécessairement de se représenter à un niveau cognitif cette action. Une illustration ici de ce que pourrait être une affordance, la perception d'une affordance, avec des portes. Par exemple, l'absence de poignée sur cette porte-là et la présence de poignée sur cette porte-là pourrait inviter directement le fait de tirer ou de pousser la porte, sans avoir besoin de se représenter au préalable la poignée et le fait d'avoir un traitement cognitif, on va dire, indirect, enfin un traitement ici un peu indirect, où percevoir la poignée, se représenter la poignée, et ensuite se dire par inférence qu'il faut tirer la poignée ou quand la poignée est absente, pousser la porte. Donc, cette perception d'affordance, ça a été très bien documenté et très bien mise en évidence avec un ensemble de tâches, et je vais essayer de vous présenter ici un exemple, avec un effet qui est un effet qu'on retrouve de manière assez robuste dans la littérature et qu'on arrive à produire en laboratoire. C'est un effet qu'on appelle l'effet de compatibilité isomoteur. Donc, pour vous parler de ça, il faut imaginer une situation expérimentale. Donc après, ça a été reconduit, on va dire, dans des situations un peu plus écologiques, hein,
Mais au tout départ, c'est un effet qui a été trouvé en laboratoire, dans lequel en fait on demande aux participants de faire des tâches qui sont des tâches de catégorisation où on présente des objets visuellement. Donc, il va leur présenter des objets. J'ai mis ici un exemple, ça pourrait être une framboise, une banane, donc des objets qui ont qui ont une certaine taille, donc des petits objets, des gros objets, et ils vont se décomposer en deux catégories, c'est-à-dire qu'on va avoir des objets qui sont des objets plutôt naturels et des objets qui sont plutôt des objets artificiels. La tâche du participant, c'est sur la base de cet objet-là, de déterminer la catégorie de l'objet, de dire est-ce que pour lui, l'objet il est artificiel ou naturel. Et ce qu'on va manipuler ici, c'est un lien direct entre le geste que doit faire le participant pour répondre, que je vais vous expliquer juste après, et la taille de l'objet. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux participants de répondre soit avec un geste qui mimerait un geste de précision. Donc, vous voyez ici le dispositif en fait, de réponse qui est au niveau des participants, c'est une petite manette. Et cette petite manette, en fait, elle peut mimer en fait, un petit geste de précision. Donc, en gros, il faut qu'ils appuient avec le bouton poussoir qui est situé entre le pouce ici et l'index, où ils doivent mimer, en fait, pour répondre, un geste de type power, c'est-à-dire qu'ils doivent aller appuyer. Donc, c'est un geste de type pleine main. Ils doivent aller appuyer, en fait, sur la manette, comme s'ils allaient se faire une saisie ici, une saisie à pleine main. Et donc, ce qu'on constate ici, c'est même si la tâche en fait ne porte pas du tout sur l'action qui est l'action de saisie des objets, on voit que l'objet potentialise directement une action de saisie, puisque les participants, en fait, ils se retrouvent ici, plus rapides à répondre pour les objets petits, indépendamment de la catégorie. Donc là, par exemple, pour la framboise, ils vont être plus rapides à répondre que la framboise ici, c'est un objet naturel. S'ils doivent répondre avec un geste qui est un geste qui mime un geste de précision, qui est un geste de saisie à pleine main, et inversement, pour les objets qui sont les objets gros, pareil, ils doivent toujours répondre naturel pour ces objets-là, mais ils vont être plus rapides à répondre naturel avec ces objets-là lorsqu'ils vont répondre avec un geste qui mime un geste de saisie à pleine main, qui est un geste de préhension ici, fine à deux doigts. Donc ça, c'est une évidence expérimentale assez forte que spontanément, les objets, donc là, ici, la structure des objets, mais ça peut être généralisé à la structure de l'environnement, invitent les individus à répondre, à effectuer des actions dans cet environnement-là. Et ça, sans qu'on ait besoin de se représenter, si vous voulez, les caractéristiques des objets. Donc, ici, je n'ai pas besoin de me représenter la taille de l'objet pour pouvoir adapter ici un geste qui est compatible avec cette taille. Donc ça suggère que, au final, nos actions, elles seraient pas nécessairement issues d'un traitement cognitif préalable dans lequel je me serais représenté une forme de motricité, mais plutôt issues d'un couplage, une sorte de mise en relation, ici plutôt à niveau structurel, entre une potentialité à agir chez l'individu, c'est-à-dire que l'individu peut agir, et une invitation à réaliser cette action dans l'environnement. Donc, en d'autres termes, ici, si on voulait changer d'action, il faudrait modifier le couplage ici entre l'animal et l'environnement. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver, je vous le citerai juste après, dans quand on cherche à implémenter ce type de technique de changement de comportement, on le retrouve en fait avec des techniques que vous connaissez peut-être par ailleurs, qui sont le nudge ou la contrainte environnementale. Donc, je ne sais pas si mon illustration est très bonne, pardon, mais c'est ce type de technique qu'on implémente en fait directement à l'échelle de l'environnement, soit en invitant l'individu en fait à prendre des mobilités, là, dans le cadre de changement par exemple de mobilité, en invitant l'individu en fait à prendre des mobilités alternatives, en modifiant l'environnement, donc en essayant d'afforder ce type de mobilité-là, donc en facilitant et en incitant ce type de mobilité-là. Et en même temps, on essaye de travailler au niveau de l'environnement pour réduire, par exemple, comme l'utilisation de la voiture, en contraignant l'environnement de telle manière que utiliser la voiture devient moins... l'environnement m'invite moins à utiliser la voiture. Donc, pareil, quand on chemine, on se dit, super, on pourrait se dire, le tout pourrait se limiter
nos actions en fait seraient issues à chaque fois de ce couplage entre ce qu'on peut réaliser en tant qu'espèce au niveau des contraintes qui sont les contraintes biomécaniques, hein, contraintes corporelles, ma taille, ma corpulence, ma musculature, ma possibilité de développer les mouvements dans l'environnement de manière large, et les contraintes qui sont imposées par l'environnement. Le problème, c'est est-ce que vraiment toutes nos actions sont issues de la perception d'affordance? En gros, est-ce que quand je fais des actions, elles sont uniquement guidées par le fait que j'ai perçu une affordance dans l'environnement? On va voir que ce n'est pas le cas, parce qu'il manque une dimension importante à cette question de l'affordance. Et pour vous faire montrer pour discuter de cette partie importante, je vais vous parler d'un effet qu'on appelle je ne l'ai pas traduit, excusez-moi, je l'ai laissé en anglais parce que je ne sais pas trop comment le traduire en français, c'est le End State Comfort Effect. C'est l'effet de confort en position terminale. Et pour vous illustrer ça, je vais vous parler d'une tâche. Alors, généralement, j'essaye de la reproduire quand je suis en direct, j'essaye de la reproduire, mais vous pourriez essayer de la reproduire chez vous si vous avez à votre disposition un objet. En gros, ce qu'on propose aux participants, c'est de faire une tâche qui est une tâche de déplacement d'objet. Donc, on leur demande de déplacer le verre ici, qui est retourné sur le petit support ici, en retournant en fait l'objet. C'est-à-dire que l'objet qui est à l'envers, ils doivent le poser à l'endroit sur l'objet qui est central. Ce qu'on va regarder, c'est le geste de saisie que vont faire les participants. Et ce qu'on va constater, c'est que si nos actions, elles étaient uniquement drivées par nos potentialités d'action, enfin drivées par la perception d'une affordance, on devrait ici avoir des participants qui saisissent l'objet de la même manière. En d'autres termes, l'objet, il est comme ça, je vais le saisir, je ne sais pas si vous voyez ma main, je vais le saisir à pleine main, et puis je vais retourner mon objet. Ce qu'on va constater, c'est que en fait, les gestes, ils ne sont pas faits tous de la même manière. Et donc, ce qu'on va constater ici, c'est que les participants, quand ils peuvent réaliser ce geste, ils peuvent le réaliser de deux manières. Quand ils peuvent réaliser cette action, ils ont deux manières de la réaliser. Donc, je ne sais pas si à distance, vous allez voir ce que je vais faire. Soit ils vont se mettre, on va dire, en saisie confortable au début, c'est-à-dire qu'ils vont le saisir à pleine main, puis ils vont le retourner, comme ceci. Et donc, si vous imaginez réaliser le geste fait chez vous, en fait, vous vous rendez compte que quand je le retourne, je me retrouve dans une situation où mon bras est complètement tordu, et ma position de mon bras est complètement inconfortable. Et donc, au final, je commence mon geste en position confortable et je finis mon geste en position inconfortable. L'autre possibilité, c'est de commencer en se mettant en situation inconfortable et de retourner ensuite mon verre et de me retrouver à la fin en position confortable. Normalement, si on faisait que percevoir des affordances, de manière aléatoire, en fait, on devrait se retrouver à faire un des deux gestes. Et pourtant, ce qu'on va constater quand les auteurs en fait, regardent la fréquence de répartition de ces gestes avec l'âge, ce qu'on va constater, c'est que ici, vous avez le pourcentage de participants qui vont utiliser la position confortable à la fin, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par une position inconfortable et terminer par une position confortable. On voit qu'à 3 ans, on est quasiment à 50-50, c'est-à-dire que les enfants, de manière un peu aléatoire, ils choisissent entre les deux gestes. Et très vite, en fait, on va se retrouver avec 100% des participants qui vont utiliser la position confortable comme étant celle qui vise à la fin de leur mouvement. Et ça, c'est un effet qui ne peut pas être expliqué par la perception d'affordance, parce qu'au final, l'affordance, elle m'invite à réaliser des actions, je peux réaliser ces actions, et il n'y a pas de raison que quand je réalise ces actions, j'utilise préférentiellement un des deux gestes. Ça signifie ici que quand je réalise mon geste, ce geste, il est jamais, ou quand je réalise mon action, elle n'est jamais complètement décorrélée des effets perceptifs, ici, qui sont reliés à cette action. Et peut-être que ma motricité, elle n'est pas uniquement liée à mon action motrice, ici, elle n'est pas uniquement liée à la perception d'une affordance, mais elle pourrait être liée aussi à l'anticipation d'un effet quand je réalise cette action-là.
Ça va toujours, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des questions, pardon, qui vous viennent au fur et à mesure, j'ai essayé d'afficher le chat pour avoir. Ouais, on en a juste une de Raphaël, justement, qui parle des termes donc d'affordance et d'agentivité. Il demande si c'est des mots français, si ce sont des mots français ou une francisation de concepts anglo-saxons. Et est-ce qu'on pourrait utiliser le mot français de potentialité plutôt que d'affordance? Idem pour capacité d'agir plutôt que agentivité. Alors, bon, j'ai aussi mon avis sur la question, mais je te laisse répondre Pour l'instant, je vais mieux-même. répondre sur la partie affordance. Je viendrai un peu plus tard sur la partie agentivité. En fait, le terme affordance, il n'y a pas d'équivalent. Enfin, si on devait le franciser, il n'y a pas vraiment d'équivalent satisfaisant parce que en fait, la notion d'affordance, ça vient de l'idée to afford, donc c'est permettre, inviter, enfin, euh, c'est plutôt qu'une potentialité, ça serait plutôt une invitation. La bonne traduction, on va dire en français, c'est plutôt une invitation à l'action, parce que derrière, il y a la notion d'affordance, il y a à la fois le fait que ça permette, mais c'est surtout que ça engage, ça invite à, donc c'est plus que potentialiser. L'aspect potentialité, elle est plutôt au niveau individuel et c'est la rencontre entre des potentialités individuelles et des contraintes environnementales, structurelles, c'est de cette rencontre entre les deux que est générée en fait l'affordance et la perception d'une affordance. Pour l'agentivité, la réponse, je la donne tout de suite, c'est plutôt non. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée d'agentivité, ça voudrait dire que on se place à l'échelle individuelle, plutôt en termes de possibilité à agir ou de capacité à agir, alors qu'on va voir, c'est l'agentivité, c'est plutôt le sentiment qui est la résultante de l'action. Donc en gros, ce qu'on appelle agency, c'est plutôt, ou agentivité, je le présente plutôt d'un point de vue phénoménologique, en termes d'expérience qu'on a d'être à l'origine d'une modification qui se produit dans l'environnement, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on se sente capable de. Là, on est plutôt sur de l'empowerment ou c'est une autre notion que la notion d'agentivité, en tout cas ici, que je voudrais vous présenter. J'y reviendrai après si ça vous va. Je Merci peux beaucoup. Oui, merci Lionel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Raphaël, mais j'espère. Donc, si je continue mon cheminement, hein, c'est-à-dire qu'on était sur l'idée qu'action, c'est avant tout une représentation d'un schéma moteur. Okay, c'est l'approche cognitiviste. On arrive à se dire, ben non, l'action, c'est le résultat de la perception d'une affordance, en fait. C'est une invitation directe à l'action. Oui, c'est un bon exemple, Maxence, pour le Instant Comfort Effect. Et ensuite, on arrive à l'idée que tout ne peut pas être affordance, parce qu'il y a des situations où on se rend compte que le choix de la réalisation d'un geste, il est directement lié à la perception d'un effet dans mon environnement, suite à mon action. Et ça nous amène en fait à une troisième approche qu'on appelle l'approche idéomotrice. Et cette approche idéomotrice, elle va être un peu en rupture avec l'approche cognitiviste. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que dans cette approche, motricité et perception, donc au sens effet c'est que la perception plutôt, elle est plus extérieure à l'individu. La perception, c'est le résultat en fait d'une motricité. C'est toujours l'effet que peut avoir une motricité. Et donc dans ce cas-là, motricité et perception ou effet perceptif ne peuvent plus être dissociés puisqu'ils vont être fonctionnellement équivalents, ils vont être liés d'un point de vue fonctionnel et inséparables. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus séparer la motricité de l'effet que produit cette motricité dans l'environnement. Donc de cette idée d'idéomotricité est née en fait l'idée d'un apprentissage qu'on va appeler l'apprentissage idéomoteur,
Et cet apprentissage moteur, en fait, c'est un apprentissage qui se fait dans le temps, où tout d'abord, programme moteur, enfin motricité et effet de l'action sont dissociés. C'est-à-dire que j'ai des effets qui se produisent dans l'environnement et j'ai des motricités que je réalise, et les deux ne sont pas forcément liés. Sous l'effet d'une relation causale, donc on va établir une forme de relation causale entre un programme moteur et un effet dans l'environnement. Ça nous amènera à parler d'agentivité juste après. Hein. Et sous l'effet de la répétition, en fait, le programme moteur et l'effet de mon action, en fait, vont être complètement fusés, enfin intégrés, de telle manière que percevoir l'effet dans l'environnement va suggérer et potentialiser la réalisation de l'action. C'est-à-dire que le programme moteur va être activé et en même temps, produire le programme moteur va amener l'anticipation de l'effet. Donc là, au final, ça veut dire que effet moteur, enfin effet de ma motricité et programme moteur, en fait, deviennent deux composants complètement intégrés. Et donc, en termes d'évolution, on va dire, de la conception ici de mon action, ça nous a amené en fait à considérer que le couplage action-perception, il est pas suffisant, et la perception d'affordance n'est pas suffisant pour rendre compte de l'intégralité de nos actions. Et ça va nécessiter en fait de considérer l'existence d'un code sensorimoteur qui intègre à la fois la motricité et les effets perceptifs de la motricité. Et donc, pour changer d'action ici, il faudrait non seulement travailler sur l'environnement et l'individu, ce couplage individu-environnement, mais surtout essayer de modifier ou d'activer ces liens motricité-effet. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les tentatives, on va dire, de produire des changements de comportement. On se dit, pour pouvoir amener les gens à changer de comportement, on va leur présenter les effets d'un comportement qui est indésirable. Et donc, soit en essayant de réduire cet effet, comment dire ça, en présentant cet effet, c'est-à-dire d'activer le programme moteur qui est associé, c'est-à-dire que si je vois des effets par terre, enfin l'effet perceptif, c'est voir un déchet par terre. Si je vois un déchet par terre, c'est que quelqu'un l'a laissé tomber, quoi. Donc le programme moteur l'a laissé tomber. Et donc de rendre ce comportement, entre guillemets, c'est un peu de moralisation derrière, qui n'est pas socialement accepté. Ou inversement, c'est-à-dire de montrer qu'un programme moteur peut amener des effets positifs. Et en fait, quand je réalise ce programme moteur par la suite, je sais pas, moi je mets à la poubelle, la planète, elle va me dire merci, quoi. Donc en d'autres termes, ici, c'est de favoriser le lien entre un programme moteur et des effets perceptifs liés à ce programme moteur. Percevoir les effets va m'amener à avoir le programme moteur ou générer le programme moteur m'amènera en fait à anticiper ces effets-là. Donc là, on a envie de dire, super, on a un très bon levier pour changer les comportements, puisque présenter les effets indésirables, les effets désirables, c'est assez facile à faire. Et donc, on pourrait facilement, comme ça, induire ou modifier des comportements. Le problème, c'est qu'on pourrait se dire, oui, mais pour ça, il faut que tous les effets perceptifs ils soient intégrés. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment tous les effets perceptifs, je les intègre à ma motricité? Et c'est là où on va atteindre en fait une première limite, c'est là où je vais commencer à parler d'agentivité, c'est que malheureusement, en fait, tous les effets perceptifs ne sont pas intégrés à ma motricité. Pourquoi? Parce que il existe en fait un sentiment qu'on vit tous, qui est le sentiment d'agentivité. Donc cette agentivité, telle que je la présente, en fait, c'est le sentiment qu'on a d'être à l'origine d'un effet perceptif par une action motrice. Donc c'est quelque chose qu'on vit en permanence. C'est-à-dire que c'est quelque chose de continu, qu'on vit en permanence, d'être à l'origine, au final, des effets perceptifs qu'on ressent. Et comme on ressent tout le temps des effets perceptifs, on les lie toujours à notre motricité, et cette motricité, en fait, elle produit une modification de ces effets perceptifs. Et donc, en gros, ça nous permet d'avoir un sentiment d'agentivité qui est continu. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la journée, tout au long de la journée, vous avez ce sentiment d'agentivité qui est présent. Alors, comment l'illustrer? Le plus simple, je vous prends l'illustration la plus classique.
c'est la personne en fait qui appuie sur un interrupteur. Donc j'ai un individu qui est face à un interrupteur, on pourrait se dire que l'interrupteur pourrait inviter à réaliser cette action. La personne réalise l'action d'allumer sur l'ordinateur, d'appuyer sur l'interrupteur, et on a un effet perceptif immédiat qui se produit dans l'environnement. Et ce qui se produit, c'est qu'on se sent agent de cet effet perceptif. C'est-à-dire qu'on se sent agent d'être à l'origine, ici, d'avoir allumé la lumière. Donc, très important, ce sentiment d'agentivité, et ça va être c'est pas si difficile que ça à modifier, hein. J'ai prévu quelques diapos si vous voulez qu'on en discute après. Mais en gros, ici, l'agentivité, d'un point de vue fonctionnel, pour nous, c'est vraiment un marqueur de cette intégration qui se produit entre motricité et effet perceptif. En gros, quand je fais le lien entre ma motricité et l'effet perceptif, je me sens agent de l'effet perceptif et de la modification qui s'est produite dans l'environnement. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se sentir agent de tous les effets dans l'environnement. Ce n'est pas possible, parce que sinon, on serait dans une problématique en fait, de ne plus pouvoir être en capacité de se séparer, le soi, en tant qu'individu, de l'environnement dans lequel on évolue. Parce qu'au final, tout l'environnement est porteur d'effets perceptifs, hein. Tout est, au final, au moins, tout chez moi produit des sensations perceptives. Et c'est important que je sois capable de distinguer les sensations perceptives qui sont issues de ma motricité des sensations perceptives qui ne sont pas issues de ma motricité. Sinon, au final, j'aurai une dilution complètement du soi dans l'environnement. Et ça, il faut que je puisse lutter contre, parce que sinon, on pourra en parler, hein, c'est un problème d'entropie, c'est-à-dire que ça me coûterait trop d'énergie et puis je finirais par complètement me diluer dans cet environnement. Donc, heureusement que je ne me sens pas agent de toutes les modifications qui se produisent dans l'environnement, de tous les effets perceptifs qui se produisent dans l'environnement. Et ça c'est un problème parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, si on veut produire des changements comportementaux en proposant des effets perceptifs, hein, en proposant des effets, des actions, en se disant ça va activer le programme moteur enfin ça va être lié au programme moteur et ça va produire les motricités que je veux. Il faut que je choisisse bien mes effets perceptifs parce qu'il faut absolument que je me sente agent des effets perceptifs que je perçois. Et donc, si je ne me sens pas agent de ces effets perceptifs, il n'y a aucune raison que ça active les programmes moteurs. Et c'est pour ça que, par exemple, des choses comme la planète vous dit merci, c'est des choses qui sont difficiles en termes d'effets que ça peut avoir sur les changements comportementaux, changements en termes d'action, parce que c'est difficile de se sentir agent d'un effet perceptif que je ne peux pas percevoir directement, quoi. C'est-à-dire que quand je mets... c'est sûr que quand j'ai la campagne d'affiches, je me dis là, c'est bon, la planète, elle me dit merci. Mais après, quand je suis au moment de mettre mon détritus à la poubelle, la planète n'est plus là et elle ne me dit plus merci immédiatement, quoi. Donc, au final, je ne me sens pas agent forcément de cet effet en permanence. Donc ça a amené une dernière approche, une dernière approche, qui est l'approche, on va dire, la plus contemporaine de l'action et des mécanismes cognitifs sous-jacents à l'action, où cette fois-ci, on va considérer que l'action, elle a un rôle, et son rôle, c'est de confirmer une prédiction, qui est une prédiction qui est faite par l'agent. Et ce, pour maintenir en fait l'agent dans son agentivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, je vais dire notre cerveau, il serait amené à faire des prédictions sensorielles sur les effets qu'il va ressentir, et que ces prédictions, en fait, on va en permanence les comparer, comparer ce qu'on ressent dans le présent à ce qu'on aurait prédit quelques millisecondes avant. En d'autres termes, ce que propose ici Friston, c'est pour ça qu'il parle de processus perceptif, ce qu'il va proposer, c'est que avant même de réaliser une action, on est déjà dans une forme d'hypothèse sur l'effet perceptif que va produire cette action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rentre dans une pièce, j'ai déjà une hypothèse sur la sensation que je vais ressentir en termes de luminosité. Ça veut dire que j'ai déjà une hypothèse sur la sensation perceptive que je devrais avoir. Donc, j'ai une hypothèse perceptive. Je rentre dans la pièce, je vais avoir
en permanence une petite erreur de prédiction. J'ai toujours une erreur de prédiction parce que je ne prédis pas parfaitement la sensation que je vais ressentir. Je vais toujours avoir un décalage entre la sensation que j'anticipais et la sensation que je vais ressentir. Cette erreur de prédiction, il va falloir la réduire, c'est-à-dire que notre système cognitif, il cherche à tout prix à la réduire, donc à l'expliquer. La première forme de réduction, c'est-à-dire que si l'erreur de prédiction elle est relativement faible, donc si par exemple, je m'attendais à ce que ça soit éclairé quand je rentre dans la pièce, c'est éclairé. Il y a toujours une erreur de prédiction parce que je ne prédisais pas parfaitement l'éclairage que j'allais avoir, mais cette erreur de prédiction, en fait, elle est relativement faible. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster mon modèle interne. Donc, je vais ajuster ma perception de telle manière qu'elle corresponde à ce que je suis en train de ressentir réellement. Donc, j'ajuste mon hypothèse à ce que je suis en train de ressentir. Mais parfois, cette erreur de prédiction, elle peut être très forte, c'est-à-dire que je m'attendais à ce que ça soit allumé. Bon, malheureusement, c'est éteint. Et là, ce qu'on va être amené, on va être amené en fait à faire une inférence sur le fait que l'action dans mon environnement, elle va pouvoir modifier cette erreur de prédiction. Donc, c'est pour ça que dans le modèle de Freakstone, ici, l'action, c'est une conséquence d'une prédiction. C'est-à-dire que l'action, elle se fait toujours dans le but ici de minimiser une erreur de prédiction que l'on aurait fait au moment où on aurait généré une hypothèse ici qui serait une hypothèse perceptive. Ok, ça va sur cette approche-là. Alors, le problème mais je reprendrai vos questions, parce que je vois qu'il y a des questions qui sont défilées, je n'arrive pas, je suis désolé, je suis très mauvais en double tâche. Donc, je me permettrai de les prendre après, si ça ne vous ennuie pas, parce que j'ai quasiment en plus fini ma présentation, parce que je crois qu'on avait dit 3/4 d'heure de présentation, puis à peu près un moment d'échange. Donc, j'en suis quasiment à la fin de ma présentation. Mais là, on arrive à quelque chose, au final, vous voyez, qui est complètement intégré et qui intègre aussi parfaitement les concepts d'affordance, les concepts d'idéomotricité, et qui permet en fait d'avoir quelque chose qui est relativement cyclique et qui est en plus, cyclique, j'ai envie de dire, itératif, c'est-à-dire que ça nous permet aussi d'itérer, ça nous permet d'être dynamique, quelque chose de relativement dynamique. Et l'intérêt aussi des modèles de l'approche de Freestone, je ne le développerai pas ici, c'est qu'en plus, c'est relativement compatible avec des arguments qui pourraient être des arguments issus des neurosciences, des arguments issus de la cognition comparée aussi, et a priori, les organismes vivants, de manière assez générique, présenteraient les mêmes processus ici de prédiction et d'action en réaction de cette prédiction. Alors, la question, c'est comment, en fait, c'est là que j'ai eu un peu plus de mal à vous l'illustrer, parce que au final, comme cette approche elle est relativement récente, on est encore à une phase assez théorique et avec des développements expérimentaux dans la littérature. Il y a peu d'implémentation j'ai l'impression, en termes de techniques de changement de comportement. Mais si on devait l'implémenter, le meilleur moyen en fait d'inviter les gens, d'inciter en fait les gens à changer de comportement, c'est d'agir sur deux choses, c'est-à-dire premièrement, essayer d'augmenter les erreurs de prédiction. Typiquement, ça peut se faire par de la contrainte environnementale, hein, c'est-à-dire que moi j'avais l'habitude de réaliser un déplacement en voiture, il y a des travaux, ça rend en fait, c'est-à-dire que moi quand je planifie mon déplacement en voiture, j'anticipe l'effet de mon déplacement, à savoir, je sais pas moi, arriver au travail, si je vais au travail, donc je suis déjà dans une forme d'anticipation de cet effet. Et surtout, j'estime une durée temporelle, hein, j'ai un effet temporel, donc une sorte de flow visuel. Et il suffit que ce flow visuel il soit perturbé, retardé, ça génère de l'erreur de prédiction. Et cette erreur de prédiction, au final, elle devrait m'inciter à agir. Au final, à changer de comportement, quoi. Pour pouvoir changer de comportement, il faut que j'ai une action alternative, il faut que je puisse favoriser en même temps la capacité à agir. Et donc, rendre cette action alternative suffisamment facile pour que justement cette proposition alternative, en fait,
je puisse m'en emparer et me mettre à faire des prédictions sur les effets que peut avoir mon action. L'intérêt de cette approche-là, c'est qu'au cœur de cette approche, le corollaire, c'est qu'on va nécessairement renforcer le sentiment d'agentivité des gens, puisque en continu, ils seront auteurs, ils vont immédiatement attribuer les effets de l'action, les effets perceptifs, pardon, à leur action motrice. Donc, je vais essayer de vous mettre ça par une petite illustration, en disant, bah voilà, si c'est plus facile que je m'y attendais, bah, il y a toute raison que je reproduise par la suite, que j'attribue cette facilité à ma propre motricité, puis que je reproduise par la suite ce propre comportement. Donc, en conclusion, ce que je voulais voir avec vous ici, c'est que incarner le changement, ça doit forcément passer par une sorte de design global d'action. Ça doit, une recommandation, en fait, ça devrait se faire en prenant en compte les mécanismes sensorimoteurs qui sous-tendent nos actions et nos actions les plus élémentaires. Parce que là, moi, je vous ai parlé d'actions qui sont des actions un peu plus élaborées pour lesquelles, qui sont liées à des comportements prosociaux, pro-environnementaux, donc qui sont effectivement sujettes à des mécanismes de régulation, qui sont des mécanismes de régulation de plus haut niveau, que je n'ai pas développé, la métacognition, les croyances, les normes sociales, les biais cognitifs. Mais si on ne tient pas compte dans le design des mécanismes qui sont les mécanismes basiques, qui sous-tendent nos actions, qui sont nos actions les plus simples, comme des actions de saisie, on va rater quelque chose dans cet accompagnement du changeant. Et la proposition qu'on pourrait faire, c'est d'essayer d'adopter au maximum une démarche qui est intégrée en tenant compte de la question de la perception de l'affordance. Donc, générer des environnements propices, que ce soit par de la contrainte environnementale ou de l'incitation comportementale, que par le nudge. En passant par l'économie d'action, donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas traité, j'aurais dû l'enlever, excusez-moi, parce que j'ai hésité pendant longtemps de vous parler d'économie d'action, mais j'y reviendrai si vous voulez. Et surtout, j'allais aller jusqu'à l'agentivité. Et j'ai laissé l'empouvoirment, mais en fait, c'est pas beau. Je voulais tester en français, mais je préfère l'empowerment. Et là, effectivement, aller sur cette idée de capacité à agir, c'est-à-dire de favoriser et d'étendre les capacités d'action des individus. Donc, je vous remercie beaucoup de cette invitation. J'espère que ça vous a plu. C'est une des premières fois que je fais ce type d'exercice, d'essayer de vous faire un panorama des différentes conceptions théoriques qu'on a en sciences cognitives sur l'action. Bien évidemment, il y a de la littérature pour approfondir si ça vous intéresse. Je ne voulais pas préparer, mais merci. Je peux vous la préparer sans problème. Voilà, dans les différentes approches que je vous ai proposées. On a beaucoup de littérature en anglais, quelques chapitres qui ont été faits en français aussi que je peux vous communiquer. Voilà, donc merci beaucoup et puis je serais ravi d'échanger avec vous. Merci beaucoup Lionel, merci pour cette conférence passionnante sur ces thèmes fondamentaux. Je propose peut-être qu'on puisse revenir sur certaines questions qui avaient été postées dans le chat. Maxence notamment avait une question, donc le processus prédictif, s'il est repéré et continu, est-il en partie responsable du phénomène ressenti de prophétie autoréalisatrice ? Oui, parce qu'en fait, on a c'est-à-dire qu'on a une tendance en fait à bien aimer se sentir agent des phénomènes qui se produisent dans le monde. Et en gros, ce qu'on a constaté, mais ça a été fait très, on peut remonter très loin dans le temps, c'est-à-dire que les premiers travaux sur les comportements animaux, je ne sais pas si vous connaissez un peu les travaux de ce qu'on appelle un behavioriste qu'on appelle Watson. En fait, Watson, il essayait d'étudier, donc on était à l'époque du conditionnement, on ne parlait pas encore d'idéomotricité, mais il essayait de montrer que en fait, les animaux, ils adoptaient des comportements parce qu'ils faisaient le lien entre la motricité qu'ils produisaient et l'effet perceptif qu'ils allaient avoir. Et ça, il le faisait un peu de manière un peu aléatoire, et ça pouvait générer des croyances superstitieuses chez les animaux, de telle manière que s'il y avait une contingence temporelle entre l'effet
et la motricité. Ça créait des liens. Et plus l'effet était un effet attendu, c'est-à-dire qui était positif pour l'animal, plus le lien était fort. Et de telle manière que on avait des pigeons qui se mettaient, en fait, on leur distribuait la nourriture de manière aléatoire. Et ils avaient l'impression qu'une fois, ils avaient tourné, par exemple, sur eux-mêmes. Et le fait qu'ils avaient tourné sur eux-mêmes, ils l'avaient associé à l'apparition de la nourriture. Et après, en fait, ils se mettaient à tourner sur eux-mêmes de manière un peu aléatoire, comme s'ils avaient développé la superstition une croyance superstitieuse que cette action causait l'apparition de nourriture. Et ça, on le retrouve aussi chez l'humain, c'est-à-dire que quand on a des effets positifs et on a du mal, en fait, à faire le lien avec la motricité, on va réduire ça, et qu'on aime bien être agent quand même de cet effet positif, on va se mettre à développer, en fait, des croyances superstitieuses. Et du type, je sais pas moi, si je mets mon maillot préféré, il est obligé que je mette mon maillot préféré pour aller faire mon match de foot, parce que c'est le maillot, en fait, qui m'a permis de gagner ce jour-là. Enfin, un jour, il m'a permis de gagner, donc je le quitte plus, quoi. Et donc, on a l'impression qu'on a du contrôle, en fait. Et ça, le sentiment de contrôle, c'est un sentiment qui est un peu plus élaboré que le sentiment d'agentivité, mais l'impression qu'on a un peu le contrôle, quoi. Oui, c'est peut-être de cet effet que parle Raphaël, la quid du faux bouton, du feu au passage piéton pour faire patienter ceux qui traversent. Eh ben, c'est exactement la même chose, en fait, que l'aspect idéomoteur. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une action, ça produit un effet. Et donc, comme j'ai une action, ça produit un effet, j'ai l'impression que pendant mon action, je vais produire cet effet et je vais l'attribuer à mon action. En gros, vous avez un des corollaires, le fait de se sentir agent, c'est que ça crée une contraction temporelle entre la motricité et les effets de mon action. En gros, si je pense que quand j'appuie sur le bouton, ça fait changer le feu tricolore, et je vais contracter le temps en termes au niveau perceptif entre l'effet que je vais avoir, donc le fait que effectivement le feu, le moment où le feu va passer, va changer, et le moment où j'ai produit cette motricité. Et donc c'est pour ça que ce type de dispositif, il marche bien. Si les personnes, ils pensent que quand ils réalisent l'action, ils peuvent prédire que le feu va changer. En revanche, si l'effet, c'est là le problème, c'est que si l'effet est trop long, c'est-à-dire que ou il est aléatoire, c'est-à-dire qu'en gros, ça apparaît pas, je peux pas prédire le moment où ça va apparaître, je peux pas, c'était la diapo que je vous avais préparée d'ailleurs sur le fait qu'on va baisser en agentivité, mais si en gros, mon effet, il se met à être, je peux plus prédire le moment où il va apparaître, ça devient aléatoire, c'est trop distant. Là, on va perdre en agentivité. Et comme on va perdre en agentivité, en fait, on ne va plus faire ce lien entre motricité et notre action. C'est pour ça que ce type de dispositif, il est efficace, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si tous les jours, j'appuie sur le bouton et ça se produit de manière un peu aléatoire, va arriver un moment donné où je vais dire, en fait, le bouton, il produit plus l'effet, quoi. Et je vais arrêter d'avoir la motricité. Je ne sais pas si Merci. c'était ça le sens de votre question. Oui, c'est de voir s'il y avait aussi dans la littérature plus d'études qui montrent les limites. On voit les faits, on comprend quelles sont les limites. Si je suis seul ou je suis en groupe, si je le fais plusieurs fois, là on a parlé de la temporalité. Est-ce qu'il y a des règles ou un certain nombre d'effets Oui. à identifier autour de ce comportement qui peut être très, très observable d'un point de vue étude scientifique? Ouais, en fait, il y en a plein de limites. Pour répondre, il y a la variabilité temporelle avec laquelle l'effet se produit. Donc, si l'effet se produit à des temporalités qui sont aléatoires, je me sens moins agent que si l'effet se produit de manière, avec un intervalle de temps qui est régulier, donc peu variable. La distance entre ma motricité et l'apparition de l'effet, plus il y a de distance temporelle, moins je me sens agent de l'effet. Il y a l'aspect volition, c'est-à-dire que le fait que ça soit moi qui décide d'appuyer, et le moment où je décide d'appuyer, ou si j'appuie sur la contrainte. En gros, c'est si je
sais pas, imaginez la situation où vous êtes au passage piéton avec un enfant. En gros, si l'enfant il décide d'appuyer tout seul, il va se sentir plus agent de l'effet que si c'est vous qui lui dites va appuyer sur le bouton s'il te plaît. Donc l'aspect un peu free will, enfin libre arbitre. Il y a l'intentionnalité, c'est-à-dire que si j'ai l'intention de produire l'effet, le sentiment d'agentivité sera plus fort que si je constate de manière rétrospective l'effet. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons la situation dans laquelle le bouton est présent. En fait, j'ai aucune idée de l'effet qu'il produit. J'appuie sur le bouton, hop, immédiatement, le feu, il change. Bah, je me dis, ouais, super, en fait, de manière rétrospective, c'est moi qui suis à l'origine de cet effet, donc je me sens agent, et je vais lier cet effet-là à ma motricité. Mais je pourrais le faire aussi de manière prospective, c'est-à-dire que bah, je sais que quand j'appuie sur le bouton, je pense que je produis cet effet-là. Et donc, j'appuie et ça produit l'effet. Et ben, en prospective, je vais me sentir plus agent qu'en rétrospective. Donc, il y a plein, enfin, après, il y en a d'autres, mais effectivement, il y a plein de variables qui impactent en fait ce sentiment d'agentivité. Bénédicte, tu as levé la main? Oui, j'ai levé la main. Merci, Sandrine. Lionel, merci pour ces explications. Ouais. En fait, je faisais un parallèle avec le triangle, la triade de Beck. Mais j'arrive pas à savoir quel est l'angle qu'il faut prendre pour renverser la bascule. Je m'explique. Dans le triangle de Beck, c'est comme ça que je travaille en tout cas. Donc moi, je suis juste coach, hein, je ne suis pas scientifique, je précise, ni expert. Mais lorsque une personne elle est dans l'inaction et qu'on constate que ses émotions elles sont désagréables, en lui faisant rationaliser sa pensée, ça lui permet de se remettre en mouvement. Donc ça fait une forme de bascule du triangle. Et là, j'essaie de voir, parce que finalement, on retrouve 3 éléments, la prédiction, la perception et l'action. Et je me dis, qu'est-ce qui est le plus facile? Parce que est-ce que c'est plus facile finalement de faire travailler sur la prédiction ou sur la perception? Qu'est-ce qui est le plus facile à changer pour faire le pas de côté? Parce que par exemple, une émotion, on ne pourra pas la changer puisqu'elle est automatique. Mais là, entre la prédiction et la perception, qu'est-ce qui va avoir le plus de pouvoir sur le passage à l'action? En gros, moi, ce que je vous conseillerais, c'est la mise en mouvement, c'est-à-dire que, enfin, ce que je conseillerais, c'est plutôt la mise en mouvement, parce que en gros, ce que vous décrivez, c'est la situation où la personne n'agit pas. Si vous m'arrêtez si je me trompe, c'est la personne est dans l'inaction, mais l'absence, cette inaction en fait est inconfortable. C'est-à-dire qu'elle est dans une situation où de ne pas agir est inconfortable. Ouais. Et en même temps, elle se retrouve un peu dans l'incapacité à agir, comme si il y a une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que je suis pas bien en n'agissant pas, mais en même temps, je n'agis pas, quoi. C'est un peu ça Oui, parce qu'en fait, dans les pensées, parce que moi je travaille avec les 4 types de pensées négatives, et dans les 4 pensées, il y a la prédiction. Et en fait, je fais prendre conscience que tant qu'on n'a pas essayé, on peut en avoir prédire, tant qu'on n'a pas essayé, quand on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. Donc du coup, pour moi, le fait de changer le regard sur la prédiction, ça va aider à passer à l'action. Mais là, je me demande si sous cet angle-là, sous l'angle de l'agentivité et de l'affordance, si ça marche aussi. Mais en fait, en raisonnant avec toi, Lionel, je crois que j'ai répondu à ma question. Je pense que oui, ça va marcher en fait, d'appuyer de faire le pas de côté sur la prédiction. C'est-à-dire de remettre en question la prédiction. Ouais, je pense en fait, ce qu'on se rend compte, c'est des choses que je n'ai pas abordées parce que je ne vous ai pas parlé de coût énergétique. Mais en gros, il y a une variable aussi et je suis désolé parce que je me rends compte que j'aurais dû le faire en fait finalement. J'ai hésité pendant longtemps. Hein. Mais il y a aussi un paramètre en fait de la motricité qu'on oublie systématiquement, c'est qu'une motricité, c'est une action biomécanique. Hein, et comme toute action biomécanique, elle est associée en fait à un coût. Qui a un coût biophysique, hein, enfin biomécanique, énergétique. C'est un coût énergétique. Et donc, nécessairement, il y a, derrière ce coût bioénergétique, il y a de l'effort. Il y a de la flemme. Non, il y a la flemme, peu importe, mais en tout cas, il y a de l'effort. Il y a de l'effort qui est associé. Okay. Et c'est là où, en gros, se cache un peu la problématique. C'est quoi?
paradoxalement, se sent plus agent, plus on va déployer d'efforts, c'est-à-dire que plus l'action est coûteuse, Eh plus oui, ouais. on se sent agent des effets. Mais en même temps, c'est plus quand j'anticipe les effets, le programme moteur que je devrais déployer est coûteux, moins j'ai tendance à m'engager à essayer de déployer cette action, parce qu'en fait, j'ai souvent une alternative qui est moins coûteuse. Et c'est là où je disais, c'est la remise en action qui peut être intéressante, parce que faut se rendre compte en fait retravailler sur la prédiction, je pense que c'est pas une mauvaise chose, parce que potentiellement, si la prédiction elle amène une motricité ou une action qui est trop coûteuse, il faut peut-être revoir la prédiction pour avoir des actions qui sont moins coûteuses. C'est ça, Et ouais. se rendre compte que agir, on peut agir. Et comme on peut agir, on produit des effets. Produire des effets, généralement, et ces attribués, ça génère du positif. Mhm. On aime bien. Et comme on aime bien, ça permet comme ça de construire. Enfin, après, c'est là où moi, je ne suis pas coach. Donc, c'est un travail après de construction. Je pense que ça permet d'amorcer. Mais j'ai l'impression que la mise en mouvement, elle peut être prometteuse, en tout cas pour si la problématique, c'est l'inaction, quoi. C'est-à-dire que, et que les personnes souffrent justement de cette problématique Oui, d'inaction. c'est inaction ou action inadaptée. Hein, on Mm. revient sur les. Je prends ma bagnole parce que c'est plus simple. C'est un automatisme, c'est plus simple que de prendre mon vélo, quoi. C'est moins d'effort. Oui, puis c'est un effet facilement prédictible. C'est-à-dire que comme quand je prédis facilement ça, il n'y a pas de raison et que j'ai peu d'erreurs de prédiction. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que tous les matins, si je pars à 7 heures, je ne vais pas avoir de bouchon et en fait, je contrôle parfaitement en plus. Enfin, je contrôle. Ouais. J'ai une prédiction assez fine et assez fiable des effets perceptifs. Donc, comme j'ai une prédiction assez fiable, j'ai peu d'erreurs de prédiction. Comme il y a peu d'erreurs de prédiction, bon, je change ma perception. Je vais dire, c'est bon, j'ai mis le même temps, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment une bonne erreur de prédiction pour que je sois amené en fait à dire, non, il faut que j'agisse différemment, quoi. Lionel, tu parles du fait qu'on aime s'attribuer des effets sur leur environnement, mais est-ce qu'on peut faire des erreurs d'attribution justement et avoir un mauvais sens d'agentivité, on va dire, dans un sens ou dans un autre, peut-être trop s'attribuer d'effets qui sont en fait causés par d'autres et inversement ne pas percevoir suffisamment, n'avoir pas suffisamment un bon sens d'agentivité alors qu'on est agent? Ouais, c'est une littérature qui se développe. On commence à apparaître dans les littératures. Bon, ça fait quelques années, hein, mais l'idée de we agency, comme si on avait une agentivité collective, et d'essayer de voir en fait si cette expérience d'agentivité collective, elle était différente d'une agentivité individuelle. En gros, est-ce que l'agentivité collective c'est la somme des agentivités individuelles ou est-ce que c'est un phénomène particulier dans lequel on arrive à attribuer des effets non pas à un individu mais vraiment à un groupe. C'est un peu délicat dans la littérature parce que pour l'instant, je ne suis pas assez convaincu par les mesures qui sont faites sur ce sentiment d'agentivité collective, mais il y a vraiment une tendance à essayer de capturer un effet qui ne serait pas lié à une action individuelle ou une somme d'actions individuelles, mais vraiment une action qui serait une action collective. Et le problème qu'on peut avoir, c'est que s'il peut avoir des mauvaises attributions, c'est-à-dire qu'on pourra avoir en fait expériencer en fait une agentivité collective qu'on n'arrive pas, enfin, en gros, on voit bien qu'il y a des effets, ces effets, on les attribue à une action, mais comme on ne se rend pas compte que c'est une action collective, on peut se les attribuer à soi. Mm. Donc, c'est de la mauvaise attribution d'agentivité. Il y a des choses qui ont été faites, par exemple, c'est-à-dire que si je maximise l'erreur j'essaie de maximiser la prédiction. Par exemple, ces petits travaux que j'ai faits avec, pour l'instant, c'est à consolider, mais on crée des situations qui sont hautement prédictives avec des phrases, par exemple, on va écrire le magicien sort de son chapeau, enfin, non, mais attendez, pardon, la phrase, elle est le magicien sort de son chapeau et l'idée, c'est
Bon, elle n'est pas très bien formulée, pardon, je ne sais plus la formulation exacte, mais l'idée, c'est qu'ici, le dernier mot est absent, et on demande aux gens, en fait, d'essayer de deviner quel était le dernier mot. Donc, l'idée, c'est que dans ce contexte-là, il devrait prédire lapin. Et on va leur dire d'appuyer en fait le plus rapidement possible quand ils ont deviné le mot et d'appuyer pour faire apparaître le mot. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va manipuler le délai avec lequel en fait le mot va apparaître, de telle manière qu'on va faire apparaître le mot un peu avant leur action ou un peu après l'action. Et on leur demande après, est-ce qu'ils pensent que c'est eux qui ont fait apparaître le mot? Puis on leur demande, est-ce que c'est eux qui sont agents de cette action de faire apparaître le mot? Et ce qu'on constate, c'est quand on manipule ce niveau de prédictibilité, c'est-à-dire quand on a des phrases très prédictibles et on a des phrases qui sont peu prédictibles, et ben dans les phrases qui sont très prédictibles, les gens ils vont s'attribuer l'effet, l'apparition du mot, même si le mot est apparu avant leur action active, hein. Et en revanche, quand c'est le contexte qui est peu prédictible, là, dans ce cas-là, ils s'attribuent très bien l'apparition du mot, enfin, ils font très bien le lien entre le moment d'apparition du mot et le moment où ils ont appuyé, quoi. Donc, si on rend en fait les effets très prédictifs, on peut avoir des mauvaises attributions d'agentivité. Et après, c'est la même chose avec la nature de l'effet, c'est-à-dire que si l'effet, alors ça, on est sur de la littérature psychosociale que je maîtrise moins bien, mais vous avez peut-être déjà entendu parler, ce qu'on appelle le locus of control. C'est-à-dire que les effets positifs, on va plus facilement en fait attribuer l'origine des effets positifs à sa propre motricité, et se sentir plus agent des effets positifs. Et si les effets sont négatifs, on va se sentir moins agent en fait de l'apparition de ces effets négatifs, quoi. Super, merci beaucoup Lionel. Raphaël? Avec plaisir. Oui, merci. Lionel, si tu pouvais revenir sur la slide avec les 3 poubelles de recyclage. Oui, bien sûr. Et pour bien voir alors ici, donc, on fait des incitations à l'action positive pour dans la bonne poubelle. Ce que je comprends, c'est que tu suggères de renforcer les erreurs de prédiction de façon à ce que les gens soient déstabilisés par le fait qu'ils aient un feedback négatif sur le fait qu'ils n'ont pas fait la bonne chose. Et ça permet de réenclencher les comportements plus que juste l'incitation initiale. Et je suis effaré dans ma copropriété du nombre de gens qui ont toutes les informations, les étiquettes et qui mettent quand même les trucs dans les mauvais endroits parce qu'ils n'ont pas de feedback ou c'est quoi le message exact? Je n'ai pas forcément compris. En gros, on commence à avoir un peu des campagnes comme ça. Je sais pas, je prends l'exemple du tri sélectif, hein. Oui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, il fallait vraiment trier, enfin tout n'allait pas dans la poubelle jaune. Je vais le faire quand même assez simple. Et maintenant, en fait, ils ont essayé de simplifier en disant, non, maintenant, tout ce qui est plastique, vous ne posez pas de questions, en fait, tout ce qui est emballage est plastique, vous mettez dans la poubelle jaune, et tous les autres, en fait, vous mettez dans l'autre poubelle, quoi. Donc, l'idée, c'était de se dire, en fait, les gens, ils trient pas, une partie des gens ne trient pas parce qu'ils trouvent que c'est trop difficile. On va rendre, en fait, on va favoriser, en fait, la capacité d'action en disant, c'est plus facile, on va rendre facile les opérations qui sont les opérations de tri. Donc, comme ça, en fait, les gens, ils n'ont plus cette difficulté à trier. Voilà, j'ai plus besoin de mémoriser où va chacun des choses. C'est simple. C'est plastique, emballage dans ma poubelle papier et le reste dans mon autre poubelle, quoi. C'est dans le texte, j'aimerais augmenter les erreurs de prédiction. C'est là où Alors ça, c'est favoriser la capacité à agir. Pour augmenter les erreurs de prédiction, je ne l'ai pas fait, pardon. L'illustration, en fait, augmenter les erreurs de prédiction, c'est amener les gens à faire en sorte que l'hypothèse qu'ils font sur les effets sensoriels, l'effet qu'ils vont percevoir, il est trop en distance par rapport à ce qu'ils prédisaient. Et ça va les obliger en fait à agir. C'est-à-dire pour pouvoir réduire les erreurs de prédiction, il faut agir. Et typiquement, d'ailleurs, c'est ce qui nous rend malade, c'est de l'inaction, hein. C'est pour ça que les bouchons, c'est terrible, hein, parce qu'on n'a pas d'action pour réduire l'erreur de prédiction. Donc, on est en mode on subit. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que, imaginons, je dois prendre ma voiture, j'anticipe l'effet j'arrive à mon travail, par exemple. C'est un trajet quotidien où j'arrive à ma destination. Et je vais cheminer.
Et vont arriver les effets. Donc, en permanence, en fait, je fais des effets. Hein. C'est-à-dire que là, je fais du moment où je mets la clé sur mon contact et le moment où j'arrive au travail. Hein. Donc, j'ai contracté tous les effets qui vont se passer en cours de route. Hein. C'est-à-dire que j'ai des prédictions en permanence sur les effets perceptifs que je vais avoir. Et si j'ai une erreur de prédiction qui est trop importante, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais anticipé une succession d'effets perceptifs, si cette succession d'effets perceptifs, en fait, elle est dilatée dans le temps, je vais avoir une erreur de prédiction qui va être importante. Et ça va m'inciter, en fait, à agir différemment, à condition que j'ai une capacité d'agir différente. C'est-à-dire que si j'ai une contrainte, je ne peux pas faire autrement que de prendre la voiture, ce que je vais faire comme capacité, ce que je vais mettre en place, c'est que je vais partir plus tôt, pour éviter les bouchons. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la capacité à agir, celle qu'on veut favoriser, ça soit vraiment une action alternative, mais dans tous les cas, augmenter les erreurs que je ne comprends pas. C'est augmenter les erreurs, c'est les rendre visibles. Je choisis ma voiture au lieu d'y aller en vélo, même s'il y a les embouteillages, mais j'augmente mes erreurs de prédiction en notant le temps réel que j'ai mis en vélo ou en voiture. Et puis à la fin, je me rends compte que la prédiction de dire que la voiture est mieux, non, c'est faux. C'est dans ce sens que tu faut augmenter les erreurs. Oui, tout à fait. En fait, il faut se rendre compte, c'est-à-dire que c'est-à-dire pour qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait une erreur de prédiction qui soit trop importante. S'il n'y a pas d'erreur de prédiction, il n'y a pas d'action. Il y a une modification de la perception, c'est-à-dire qu'on va ajuster son modèle interne et on va modifier ce qu'on perçoit. Je peux donner un exemple pour ça. Avec les apparitions des GPS et des Waze et tout ça, maintenant, on peut calculer le temps qu'on met pour arriver à un endroit. Oui. Si tu vois que tu vas mettre beaucoup plus de temps que d'habitude, tu pourrais être amené à prendre ton vélo. Alors que d'habitude, c'est toujours le même temps que tu fais. Mais ce jour-là, tu peux détecter un embouteillage, par exemple, ou un accident, ou un changement de direction, ou une route fermée, peu importe. Mais ça peut aider à… mais du coup, ce qui change, c'est comme l'histoire du bac bleu et jaune qui est devenu un bac unique pour éviter les mélanges de contenants. C'est vrai que sur la prédiction du temps mis, le GPS a considérablement changé nos habitudes aussi. Et d'ailleurs, le GPS, c'est un très bon exemple en fait où ça produit l'inverse. C'est-à-dire que ça diminue les erreurs de prédiction pour le coup, le GPS. Et donc, le GPS, il va à l'encontre d'un changement de comportement. En tout cas, si on souhaitait faire que les gens ils arrêtent la voiture, mais en fait, c'est parce qu'il me permet en fait de mieux prédire l'effet de ma motricité. En fait, le mieux, c'est d'avoir des bouchons. C'est-à-dire que c'est introduire de la variabilité, c'est-à-dire que il faudrait que c'est pour ça que, par exemple, les modifications qui peuvent être sur le prix de l'essence, je ne suis pas en train de dire que c'est des bonnes solutions, hein, mais des modifications qui sur le prix de l'essence, une certaine variabilité, une certaine instabilité. C'est-à-dire que ça augmente la possibilité que je fasse une erreur de prédiction. Et au bout du compte, ça va amener les gens à changer de comportement. Alors, je vais préciser, Lionel, juste parce que moi, ça a vraiment changé mes comportements et pas que les miens. Une application comme Citymapper, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand vous voulez aller même Google Maps, je crois qu'il le fait aujourd'hui, il s'est adapté à ça. Quand on veut aller d'un endroit à l'autre, il nous donne le temps en voiture, en vélo, en transport en commun. Oui, d'accord. D'habitude, je pense mettre 30 minutes en voiture. Ce jour-là, non, tiens, il se passe un problème, il y a un événement que je n'avais pas anticipé. Ça peut me pousser à aller prendre mon vélo ou un transport en commun, un métro, par exemple. En tout cas, à Paris, moi, ça a changé considérablement ma façon ma mobilité. Ça, c'est clair. Hein, le fait d'avoir ces informations-là. Je vois très bien. Là, le levier, c'est plutôt quand je parlais d'économie d'action. Et en fait, l'économie d'action, il y a deux paramètres en fait à l'économie d'action. Il y a une partie qui est énergétique, il y a une partie qui est temporelle. Et effectivement, on va privilégier en fait parce qu'au final, le temps et la consommation d'énergie en fait sont reliés parce que c'est relié à l'effort. À l'effort, pas tout à fait, parce que on peut avoir des choses qui sont décorrélées, hein, parce qu'avec la voiture, c'est
pas nous qui faisons l'effort, quoi. Ça peut être un peu décorrélé, mais effectivement, on va avoir tendance en fait à privilégier les solutions qui minimisent le temps et pour lesquelles on maximise aussi la certitude. Ouais. Quand Si je le dis temps là, est important. Parce que oui, la forcément, dimension temporelle est importante. Ouais. ouais. Ok, Super. merci en tout cas. Avec Merci plaisir. beaucoup, Lionel. On arrive à la fin de ton intervention. Alors, on en avait prévu une seconde partie, si vous le souhaitez, donc pour échanger sur tout ce que nous a apporté Lionel, tous ces apports bien riches et qui peuvent aussi être infusés dans nos pratiques d'accompagnement du changement. En tout cas, un grand merci, Lionel. On peut te libérer. Merci Maintenant beaucoup. et on va faire un petit sondage sur les personnes qui sont partantes pour échanger. Avec plaisir. Et puis, si vous avez besoin un peu de littérature, faut pas Oui, je hésiter crois à me. que Voilà, j'ai vu qu'il y effectivement, avait il une peut. personne, mais comme j'ai pas noté la personne, enfin, n'hésite pas, Sandrine, à me contacter. Je pense que transmets. si tu as une petite liste de bouquins, d'ouvrages ou d'articles, effectivement, je pourrais le partager à la communauté Ouais, qui le avec souhaite, ils plaisir. pourront se rapprocher de moi. Avec plaisir. Et ben, merci à vous pour votre accueil. C'était très sympathique. J'espère que ça vous a plu. Et puis au Avec plaisir. raison. Merci beaucoup. Merci encore, Lionel. On se recontacte. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Au au revoir. revoir.